Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette matinée. Allez, on vous embarque à bord pour 52 minutes de bonne humeur avec notre invitée d'honneur, Nathalie Sarabezol, la présidente du conseil départemental du Finistère. Ce matin, au menu, les aliments du futur, insectes, viande in vitro, qu'y aura-t-il dans nos assiettes de demain? Eh bien, la réponse, ce sera tout à l'heure avec les organisatrices du premier festival breton consacré à la nourriture du futur. Ce sera le 14 et le 15 avril à Rennes. Nous vous ferons découvrir également la Biennale internationale d'aquarelle du Léon. Vous ne saviez pas forcément que ça existait? Eh bien si, ça se passe dans la région de Morlaix. Ce sera prochainement avec des artistes venus du monde entier. Il sera aussi question avec notre chroniqueuse enfance Gwendoline Brahim de la violence éducative ordinaire, un sujet délicat sur lequel elle nous éclairera. Enfin, dans la rubrique santé, nous évoquerons une pathologie bien bretonne, la luxation congénitale de la hanche. Ça touche surtout les petites filles. Le CHU de Rennes a mis en place un dépistage précoce, vous le verrez dans quelques instants. Enfin, nous retrouverons l'ami Billy, vous savez, il a rejoint notre équipe tout récemment. On le retrouvera au jardin de Rocambole à Cornu en Ille-et-Vilaine. A-t-il la main verte? Eh bien, écoutez la réponse tout à l'heure. Allez, du vert au bleu peut-être, la météo, Catherine? Peut-être. Alors, la neige c'est fini en tout cas, mais c'est pas parce que c'est le printemps aujourd'hui qu'il faut lâcher les cache-cols et les anoraks. Il fera beau entre deux averses au nord et il fera beau entre deux nuages au sud. Voilà ce qu'on peut dire à peu près. Ouais. Bon, 7 à 10 degrés, sortez couverts quand même. Oui, il fera beau sur ce plateau en fait. Oui, c'est ça. Donc allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. On vous retrouvera aussi dans quelques instants pour votre débriefing inspiré. Pour l'instant, vous prenez un petit café, vous faites comme nous, vous vous installez, on a la pêche. On vous retrouve tout de suite, c'est 9h50 le matin, Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée de presque printemps, comme nous l'a dit Catherine tout à l'heure. Bonjour Colline, bonjour Alice, bonjour Gilles, bonjour Nathalie, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes née à Nantes, hein, Nathalie Sarabezol, vous êtes aujourd'hui la présidente du conseil départemental du Finistère. Que s'est-il passé entre les deux? Eh bien on va tout comprendre avec vous. On va commencer par vous faire tirer un premier petit papier pour rentrer dans le vif du sujet. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? On va en savoir plus. Histoire de l'art. Histoire de l'art. Vous avez fait ces études-là? Oui, voilà. Je me suis orientée vers des études que j'ai souhaitées pluridisciplinaires. L'histoire de l'art, ça permet d'étudier l'histoire politique, l'histoire des idées, l'histoire européenne, mondiale, à travers une forme d'expression qui n'est pas forcément simplement l'écrit. Ça me semblait intéressant d'avoir cette ouverture. Donc j'ai entrepris des études d'histoire de l'art, effectivement. Vous avez une œuvre fétiche? Alors il y a tellement d'œuvres, c'est difficile, vous m'avez posé la question. C'est vrai que quand j'ai passé un temps ici à Rennes et j'allais beaucoup voir une œuvre de Latour qui s'appelle, alors de mémoire ça doit être la Nativité, qui me plaisait énormément. Donc je suis allée la voir très régulièrement et peut-être que j'aurai l'occasion tout à l'heure de retourner la voir. J'espère bien. Est-ce que vous aimez l'aquarelle? Parce qu'à côté de vous, vous avez un maître en la matière, un passionné d'aquarelle, je ne sais pas, oui, vous aimez? Oui, toutes les formes d'expression et d'art. Allez, je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va en savoir un petit peu plus justement sur votre formation. Parce que ça, c'est lycée expérimental de Saint-Nazaire. Alors vous avez fait le lycée expérimental de Saint-Nazaire. Ça intrigue pas mal quand même. Oui, ça a été une opportunité, on peut le dire comme ça, à un moment de ma vie où le lycée était pas forcément une porte facilement ouverte. Je ne m'y retrouverais pas tellement, pas assez d'autonomie, pas assez de faculté à exprimer ce que je voulais faire. Et puis il y a eu cette possibilité, un enseignant de mon lycée m'a ouvert cette porte. Je suis allée à la rencontre à l'époque c'était Gabriel Cohn-Bendit qui nous accueillait, voilà, le frère de Daniel. Donc j'ai pu le rencontrer. Après je suis allée l'année suivante, il n'était plus là, mais j'ai passé là-bas 2 années vraiment très enrichissantes et très intéressantes. Qu'est-ce que ça a forgé chez vous, cette expérience-là de lycée expérimental?
Alors déjà des relations humaines fortes, des relations différentes avec les enseignants, où on est un peu plus sur un pied d'égalité, où on est vraiment très autonome, en capacité à décider d'un peu de ce qu'on veut faire. On est beaucoup dans l'échange et dans le partage. Et je me souviens, il y avait des cours que nous avions donc prévus nous-mêmes, au cours desquels nous avions des enseignants de la matière que nous souhaitions étudier, et puis d'enseignants d'autres matières qui nous permettaient d'avoir des approches différenciées. Et je pense que pour les apprentissages, étant donné que nous n'apprenons pas tous de la même façon, c'est très porteur. Et puis donc, voilà, relations humaines importantes. Et puis évidemment, beaucoup d'apprentissage, puisque c'était l'objet aussi. Hein. J'étais au lycée, donc ça m'a permis d'obtenir un baccalauréat et puis ensuite de continuer vers d'autres horizons. On les évoquera tout au long de cette émission, ces horizons. Alors vous qui avez mis les mains dans le cambouis dans ce lycée expérimental, eh bien j'en connais un autre qui met les mains dans la terre. Il s'appelle Billy, il a rejoint notre équipe depuis hier. Et cette fois-ci, on lui a lancé un petit défi d'aller au jardin. Vous allez voir ce que ça donne. Bonjour Billy. Oui, bonjour Laurence, effectivement, nous sommes aujourd'hui au jardin de Rocambole, à Cornu. Donc petit jardin niché au fin fond de la campagne, jardin plus que atypique. Alors ici, on va découvrir des fleurs, on va découvrir des couleurs, des pierres un peu partout. Et puis pour nous en parler, écoutez, je vous propose plutôt de rejoindre directement Luc, qui est le propriétaire des lieux. Alors bonjour Luc, tu vas bien? Bonjour Billy, ça va? Impeccable. Alors merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton jardin. Frais, ouais, il fait pas très beau ce matin, mais c'est normal, on est en plein début de printemps. Alors on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le jardin? Mais peut-être que, après ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est plus dans la serre que ça se passe, où on découvre plus de choses. Oui, il y a encore des choses il y a des choses à voir, parce qu'on est quand même en fin d'hiver. Ouais. Donc le jardin, il redémarre tout doucement, et puis il y a plein de nettoyage à faire, c'est les premiers semis. Tandis que la serre ici, c'est vrai qu'elle fonctionne tout l'hiver, un petit peu aussi en production de légumes. D'accord. Donc il y a des choses à voir un peu tout l'hiver. Donc tout l'hiver, on mange sur la serre qui est là, quoi. Complètement. Ok, super. Alors ça sent hyper bon. Il fait beau. Qu'est-ce qui sent comme ça? Alors l'odeur, c'est parce qu'on est dans un espace un peu confiné qui est fermé. C'est les fleurs de fèves, tu vois, ça c'est des fèves. Hein, ok, alors moi je ne connaissais pas les fèves comme ça. Ouais. Et du coup, ça fait on dirait un peu des pensées, ou ça fait une couleur un peu... Ouais, c'est une papillonacée, donc tu vois, ça forme de papillon. Et donc ça, les fleurs, en général, les fèves dans les serres, là, elles sont pas encore très grandes, et puis elles ont tendance à s'affaisser parce qu'elles sont fragiles. Oui, mais là, elles peuvent monter, elles peuvent toucher les fils, là, tu vois, pratiquement. Du coup, on est bon, là, le vent, il ne peut pas les abîmer, quoi. Voilà. Alors, petite question un peu idiote, mais du coup, comment on fait? Parce que si j'ai bien retenu mes cours de SVT, pollinisation, machin, normalement, il y a des abeilles qui doivent venir faire le boulot, pour là. Les papillonacées, ou les légumineuses, elles ont besoin d'une fécondation par les insectes. D'accord. Et donc, dans une serre, un espace fermé, en fin d'hiver surtout, tu n'as pas d'insectes, abeilles ou bourdons, tout ça. Donc j'ouvre la porte au maximum quand il fait un peu moins froid, comme hier, il y avait du soleil. Et c'est marrant de voir que tout de suite, il y avait quelques abeilles. Elles sont attirées par l'odeur. Par l'odeur, ouais. Et donc ça va suffire à féconder ce petit carré de fèves et de petits pois qui sont là-bas. Ok, alors du coup, tout autour, là, c'est de la salade, c'est des mesclins? Ouais, c'est des mesclins qui ont fonctionné tout l'hiver. C'est des salades que j'ai semées en octobre-novembre. Tu vois, on voit les noms, il y en a qui sont quasiment terminés, on les a coupés plusieurs fois. Donc tout ce qu'on appelle jeune pousse maintenant, jeune pousse, mesclin, c'est un... Donc c'est un petit mélange comme ça, plein de vitamines. Voilà. Tu vois les noms, donc là il y a des mélanges de laitue batavia, et puis on va vers des herbes à salade, du cerfeuil, du coriandre. Alors au niveau entretien, tu fais quoi? J'entretiens un peu moins maintenant, mais en général je bine, tu vois, je les mets quand même en rang relativement serré. Je passe régulièrement un petit sarcloir pour enlever, voilà. Le mouron, c'est vrai qu'au niveau personnel, quand ça se retrouve dans notre salade de maison, c'est pas grave parce que c'est une petite herbe qui se mange aussi. Il paraît que ça se mange, le mouron des oiseaux, c'est ça? Ouais, c'est le mouron des oiseaux. En général, c'est l'herbe qui repousse le plus quand tu as une fumure biologique plutôt assez forte. Tu vois le mouron qui repousse dans les petits navets ou dans les radis. Donc c'est une herbe qui peut être très embêtante pour un maraîcher bio qui va devoir chercher ses carottes là-dedans. Mais quand on est sur des petits espaces comme ça, c'est une herbe qui est plutôt... Quand on est dans son jardin, voilà. On est bon pour ça. Voilà. Alors Laurence, écoutez, on a vu la serre, nous on est bien au chaud ici. Je vous propose de vous retrouver tout à l'heure dans un autre endroit du jardin pour vous proposer d'autres choses que Luc fait à merveille. À tout à l'heure Laurence. Billy, à tout à l'heure. Alors sur ce plateau, ça réagissait, il y en a qui ont vraiment la main verte. Gilles, vous avez vraiment la main verte. Enfin, vraiment la main verte. J'essaye de cultiver mon jardin à peu près correctement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de plantes, on a beaucoup de plantations dans le jardin. Et on a la chance d'avoir un grand terrain aussi, un peu face à la mer, donc c'est assez sympa. Ça va, vous êtes vernis, vous. Ouais, on n'est pas. Alors Alice et Colline sont aussi des jardinières, en herbe peut-être, un petit peu, mais en tout cas vous avez la passion des bons produits et c'est aussi ce qui fait que vous avez créé un festival qui s'appelle l'Assiette de demain. Alors j'ai envie de vous demander justement pourquoi cette idée?
Écoutez, je pense qu'on est tout d'abord une équipe de 10 gourmandes, donc passionnées par la gastronomie et puis l'agroalimentaire en général. Et puis, en fait, on a eu la chance, dans le cadre de nos études, donc, de monter un projet. Vous êtes étudiante à Sciences Po Rennes, voilà, on le précise. Et donc, c'est assez naturellement, je pense qu'on s'est tourné vers ce thème-là. Et puis, on a un peu fait des recherches. Puis c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la croissance de la population mondiale face à l'épuisement des ressources naturelles. Et donc, on s'est demandé comment nourrir 8 milliards de personnes d'ici 2050. Et vous n'attaquez pas un défi hyper facile en même temps. Voilà, c'est ça. Nous, ça nous a intéressés. On s'est dit, pourquoi pas lancer un festival autour de ce thème-là, comment interroger un petit peu la population sur ce thème. Et donc, on va essayer de proposer un petit peu des alternatives et puis une nourriture un peu innovante, l'alimentation de demain. Alors, vous êtes cofondatrice, ça va se passer le 14 et le 15 avril à Rennes, c'est le festival L'Assiette de demain. L'Assiette de demain, justement, on a envie de vous demander, elle va ressembler à quoi? Ça nous intrigue un petit peu quand même. Vous pourrez venir le 14 et 15 pour le découvrir. La réponse à tout. Elles sont trop fortes, ces étudiantes. Alors, en fait, on a perçu qu'il y avait plusieurs formes d'assiettes peut-être qui allaient se créer ou auxquelles on pouvait réfléchir. Et donc tout d'abord, il y a le fait de réfléchir à une production qui soit bio, qui soit locale, qui soit éco-responsable, peut-être aussi sur le zéro déchet. C'est pour ça qu'on organise le samedi plutôt une disco soupe place de la mairie. Donc on va récupérer des invendus et les cuisiner tous ensemble sur un mode plutôt festif. Et on va diffuser également un documentaire qui s'appelle Demain dans vos assiettes de Paul Moreira à l'Arvor. Donc toute la journée du samedi, ce sera plutôt sur cette thématique-là d'une alimentation plus responsable et plus tournée vers l'écologique et vers le local. Mais également une assiette de demain qui sera innovante dans le sens où on aura des pratiques alimentaires nouvelles autour, par exemple, des algues, autour de la spiruline, qui est une molécule d'algue qui peut être utilisée dans la cuisine, mais aussi les insectes. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à tous ces nouveaux comportements alimentaires qu'on pourrait adopter d'ici peu. Alors des insectes, c'est vrai que ça... Bon, je sais pas, ça vous fait saliver, Nathalie Sarah? J'en ai déjà mangé, on a une exposition alors... à l'abbaye d'Aoulas, donc j'ai mangé. Alors j'avoue que c'était des insectes soufflés très craquants, finalement c'était assez agréable au goût. Un goût de chips. Je dis pas que tous a priori ce serait facile, mais après tout je me dis on mange des crevettes, pourquoi pas manger des criquets ou des... pourquoi pas. Il faut essayer. Gilles, ça vous tente? Nous, on est des adeptes de l'Asie. Donc, en Asie, on est très souvent en contact avec ce genre de produits. Et c'est vrai qu'on a goûté aussi. Tout ce qui est un peu croquant, c'est bien. Tout ce qui est un peu mou, c'est plus dur parce qu'il faut arriver à oublier. Mais après, on se dit effectivement... En fait, c'est une question de culture. Nous, on mange des grenouilles. Et quand on mange des grenouilles, c'est les gens qui nous regardent, ils disent « Attendez, c'est impossible. » Alors, nous, c'est un peu pareil vis-à-vis des larves, mais... Il faut passer le cap, quoi. C'est ça. Il y a aussi des steaks, de la viande in vitro. Alors expliquez-nous ce que c'est, ça, la viande in vitro. Alors en fait, la viande in vitro, ça consiste à créer de la viande à partir d'un animal vivant, donc sans tuer d'animaux. Donc en fait, on prélève à partir des cellules souches, donc des cellules qui vont se reproduire dans des boîtes de pétri et puis qui vont pouvoir former un steak, on le voit à l'image. Ouais, alors comme ça, c'est pas forcément ragoûtant, mais bon. Voilà, c'est encore au stade d'expérimentation. Hein. Donc, il y avait eu un premier steak qui avait été goûté en 2013, il me semble, en Angleterre, mais voilà, c'est encore... La recherche scientifique est en train de se pencher là-dessus, mais c'est pas pour tout de suite non plus. On va pas goûter à ça. C'est la viande in vitro, d'accord. L'avenir de la viande, ce sera justement le thème de l'un des temps forts du festival. Ce sera le dimanche 15 avril. C'est en début d'après-midi, c'est ça? Il y a une conférence? C'est ça, avec directeur de recherche à l'INRA, Jean-François Auquette, qui parlera justement des défis autour de la viande, puisque il y a toute la question du bien-être animal, de l'impact environnemental, et puis la qualité de la viande aussi. Donc lui, il va se pencher sur toutes ces questions et évoquera entre autres la viande in vitro. Alors ce festival, il va durer 2 jours. Hein. C'est un peu compliqué quand même de donner tout le programme parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer. Mais à qui s'adresse-t-il ce festival finalement? Il s'adresse à absolument tout le monde, puisque des enfants aux personnes âgées, on a des ateliers qui correspondent à tous. Il y aura des temps forts. Il y a un atelier expressément pour les enfants, un atelier cuisine le dimanche, avec en parallèle une conférence qui s'adresse plus aux adultes, mais de manière générale, c'est ouvert à tous, aux étudiants comme aux travailleurs.
Bon, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Vous êtes tous les bienvenus. À prix libre, pardon. À prix libre, d'accord. C'est-à-dire que chacun paye en fonction de ce qu'il peut. Pour mener à bien ce projet, vous faites appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. À quoi vont servir les dons ? Eh bien, ils vont servir à financer les activités qu'on va mettre en place, mais également à rémunérer les films qu'on va diffuser pour que les films soient rémunérés, les salles de cinéma et le centre culinaire contemporain qui nous accueillera le dimanche. Il vous manque combien ? Voilà, vous avez déjà récolté combien et il vous manque combien ? Eh bien, jusqu'à ce matin, il nous manquait 250 € encore sur la plateforme Kengo, puisqu'on avait mis un objectif de 500 et on est aujourd'hui à 250, donc il ne nous manque plus grand-chose. Allez, appel à votre bon cœur, messieurs, dames, et pas seulement parce que c'est vraiment une action extrêmement intéressante. Et donc vous vous rendez, amis téléspectateurs, sur la plateforme kengo.bzh si vous souhaitez aider ces jeunes femmes à mener à bien leur très beau projet qui se passera donc le 14 et le 15 avril à Rennes. Ce sera le festival L'Assiette de demain. Je vois que ça vous a inspiré les uns et les autres. Alors, vous êtes un artiste, non pas du jardin, Gilles Brunerie, mais un artiste complet. Hein, vous êtes un artiste de l'aquarelle. Oui. Et vous avez fondé l'association Braise Aquarelle en février 2013 pour créer une biennale. Alors, expliquez-nous ce que c'est que cette biennale. Alors, il faut savoir que sur toute la France, il y a un réseau de biennales qui sont faits un peu dans chaque région. Et il y avait un gros manque sur la Bretagne parce que ça n'existait pas en Bretagne. Donc on a eu l'idée de créer une association et cette association, le but de l'association, c'est uniquement d'organiser la Biennale internationale d'aquarelle. Après, on a des choses annexes qui viennent se greffer dessus, mais le but premier, c'est d'organiser la Biennale. Alors, cette Biennale internationale d'aquarelle, elle se passe dans le Léon, hein, dans le très très joli pays de Morlaix. Oui. Dans le Finistère, ça se passera du 7 avril au 1er mai, c'est la 3e édition. Les artistes viennent du monde entier, c'est assez incroyable. Hein. Vous avez une palette d'artistes vraiment de grands talents. Alors, et on ne le sait pas forcément. Oui, c'est vrai que bon, on commence à être connu parce que maintenant on est sur la 3e. Dans le monde de l'aquarelle, on est effectivement très connu. On est surtout connu pour le nombre de participants, artistes participants à l'exposition et pour la diversité des œuvres présentées. On a essayé de chercher des artistes qui sont un peu de tous les horizons. Par rapport à l'aquarelle. On pense souvent à l'aquarelle, le petit truc mièvre qu'on fait un peu avec un peu d'eau et un peu de couleur. Et on s'aperçoit, quand on regarde les images qui sont projetées, qu'on voit effectivement beaucoup de diversité, du travail complètement différent. Et on a cherché à trouver les artistes du monde entier qui ont une approche de l'aquarelle un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc effectivement, cette année, on a 52 artistes, on a 10 pays représentés, ça va du Brésil aux États-Unis, au Japon, à Israël, l'Iran, et j'en passe. Et donc, si vous voulez, on essaye de créer quelque chose qui fait participer les gens. Le plus gros plaisir qu'on a, c'est quand on voit les gens qui viennent à l'exposition, qui s'arrêtent devant une œuvre, qui ont presque un peu les larmes aux yeux en disant « mais je ne croyais pas que ça pouvait être aussi beau ». Alors, il y a 2 lieux différents, hein, l'espace culturel du Roudour à Saint-Martin-des-Champs et le manoir de Penfao à Saint-Égonnec. Donc vous avez 52 aquarellistes, 7 carnétistes. Oui, et 2 sculpteurs. Et 2 sculpteurs. Votre idée, c'est de faire émerger de nouveaux talents ? Oui, alors on essaye de trouver toujours, parce que si on veut, on peut retrouver toujours les mêmes artistes, parce qu'il y a des aquarellistes qui sont mondialement connus, donc on choisit des têtes d'affiche, si vous voulez, mais après on essaye de découvrir des talents. Et en plus, on a la chance, à travers ces 2 lieux d'exposition, on a l'espace du Roudour, le pôle culturel du Roudour, qui est un espace très très moderne, où on a toutes les facilités, donc toutes les démonstrations, parce qu'on fait des démonstrations gratuites aussi, d'aquarelle, et c'est tous les artistes qui viennent et qui font en direct une démonstration qui est retransmise sur un écran géant de 12 mètres par 8. Donc on peut voir toutes les facettes des talents des artistes. Et donc c'est un endroit très, très moderne, très pratique au niveau utilisation. Et après, on a la chance d'avoir une dame qui s'appelle Madame Alice Gad, qui est propriétaire d'un manoir du 16e, qui l'a remis en état et qui l'a rénové pour faire une salle ou faire des mariages. Et elle nous prête gratuitement, pendant 3 semaines, son manoir. Et on peut exposer. Donc là, au manoir, on a tout ce qui est le reste des œuvres, parce que chacun des artistes présente sur les 2 lieux. Donc le reste des œuvres,
tous les carnettistes et on a notre boutique éphémère qui vend les produits dérivés des artistes. Alors il y a aussi des stages, hein. La plupart sont déjà complets, mais il y a quand même encore des places. Non, il reste encore de la place. Alors, on a le numéro de téléphone là, qui va s'afficher pour les réservations et puis le site internet pour prendre plus de renseignements. Quel est l'impact économique en fait, d'un tel événement sur le pays de Morlaix? C'est assez conséquent quand même. Oui, parce que quand on a été voir les institutions, on nous a dit mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en définitive, c'était juste une exposition. Pour eux, c'était juste une exposition. Mais il faut se rendre compte qu'on a des gens qui viennent de partout, en France, d'Europe, même d'Israël, d'Iran. C'est très très étonnant. On a beaucoup de gens qui suivent les artistes et qui ont envie de faire un stage avec ces artistes et qui viennent nous voir. Donc si chacune des 8000 personnes reste, enfin, ça ne sera pas les 8000 qui restent 2-3 jours, plus les stagiaires, on a un impact économique qui n'est pas négligeable, parce qu'il y a des restaurateurs, il y a des hôtels, il y a des gîtes. On a passé des accords avec les offices de tourisme, on a des partenariats, on essaye d'impacter la région de Morlaix. Et on fait visiter notre belle région. On a été au Château du Taureau avec des artistes, on a été sur un vieux gréement, on a fait énormément de choses pour essayer de montrer un peu notre région. Voilà, alors cette belle région de Morlaix, forcément ça parle à Nathalie Sarrabeusol. Oui, absolument. Vous êtes une passionnée de Finistère, vous êtes tombée amoureuse finalement de cette région quasiment. C'est vrai, vous qui veniez du pays nantais, c'est votre histoire qui vous a amené à tout ça. On va parler un peu de votre parcours politique, hein, Nathalie Sarrabeusol bien entendu. Vous avez adhéré en 2005 au PS. Et puis après, il s'est passé, finalement, on est presque venu vous chercher pour participer à... Oh, c'est pas vraiment venu me chercher, les propositions, oui, ça, les opportunités sont arrivées. Moi, je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à un sujet, où on s'implique, où on s'engage, les choses peuvent se dérouler assez rapidement. On a cette envie de faire collective et quand on peut s'y inscrire, eh bien ça fonctionne plutôt dans le bon sens. Alors on vous a proposé de vous présenter à une élection cantonale sur le canton de Die-Pavas, dite ingagnable. Oui, c'était pas le canton le plus porteur, parce qu'il n'avait jamais été pour moi, qui était donc socialiste, qui n'avait jamais été de gauche, donc c'était un peu un challenge. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Alors, on ne peut mieux. Vous avez été élu, un peu à la surprise de tous finalement. J'ai été élu, plutôt bien élu, parce que j'ai fait plus de 65% au canton. Ça fallait être bien élu, plutôt bien élu, avec même j'ai dépassé les 73 dans ma commune, donc je pense que. Mais c'était aussi un élan. On avait des équipes, c'était en même temps que les municipales, et on avait à la fois dans le canton il y avait 2 communes et des équipes qui travaillaient ensemble pour les municipales, et puis pour les cantonales on est un peu plus isolés. À l'époque on était tout seul candidats, donc cette dynamique de groupe, je pense, a permis de faire avancer les projets proposés dans les 2 communes et dans le canton en même temps. Donc c'était plutôt bien. Et alors le président vous a proposé de vous occuper de la culture, c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est un domaine que quand on commence quelque part, on se dit on va d'abord aller dans un sujet qu'on connaît un petit peu. Donc, donc je suis allée dans celui-là. J'ai proposé au président de la commission qui justement cherchait quelqu'un pour s'en occuper. Donc j'ai commencé là. Mais quand on est sur une thématique, on est dans une commission et on a des sujets beaucoup plus larges. À l'époque, c'était la commission des solidarités où on voyait aussi handicap, personnes âgées, solidaires, action sociale, plus la culture, la langue bretonne. Enfin, c'était très très diversifié. Donc petit à petit, on entre dans les sujets comme cela de manière transversale. Je pense que c'est important que les idées arrivent en ayant des champs assez larges ouverts. Et là, vous avez découvert finalement la fonction passionnante d'élu. Vous dites que ça a été un peu une révélation. Comme du temps du lycée expérimental, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est ça. Déjà, il y a la capacité à faire. Quand on est élu local, que ce soit dans une commune ou que ce soit au département, après, je n'ai pas été élu dans d'autres endroits que le conseil départemental ou le conseil général, mais on se rend compte qu'on a une capacité à faire, une proximité avec les habitantes et les habitants, donc la possibilité de tisser du lien. Et puis, surtout, ça ouvre des champs, je le disais, on s'occupe au conseil départemental des politiques de l'eau, de l'environnement, de l'accompagnement des personnes. C'est vraiment très grand. Là, par exemple, on a proposé d'entrer au conseil d'administration de l'Agence française de la biodiversité. Donc, c'est très vaste. C'est très vaste. Ouais. Et vous avez vu ça comme une aventure collective. Alors, expliquez-nous, parce que je sais que pour vous, c'est un mot essentiel, le collectif. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on avance finalement bien que comme ça. On peut avancer tout seul et puis se retourner pour voir un peu ce qui se passe autour. Mais ce n'est pas extrêmement porteur. D'abord parce qu'on n'a pas forcément la science infuse. C'est important d'échanger, d'affiner les projets en discutant avec d'autres. Et puis un mouvement collectif, c'est porteur. On est plus dans, pour prendre une métaphore maritime, on est plus dans la vague qui permet d'avancer et de progresser. Donc vraiment collectif, oui, pour moi c'est un mot important. Et à chaque fois, j'ai pu m'inscrire dans des équipes, même si on est élu seul sur un canton, sur son nom. Après se jouent des liens importants dans les groupes, avec les autres élus, et c'est ça qui permet d'avancer bien, je pense. Écoutez, collectif, nous aussi on joue collectif ici sur cette émission. Vous restez avec nous, on est à la moitié justement de 9h50 le matin. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook de France 3 Bretagne, puisque nous sommes retransmis en Facebook Live. Quant à moi, je vais tout de suite retrouver notre amie Catherine Bossard qui va nous faire un petit débriefing à mi-parcours. Qu'est-ce que vous avez retenu, Catherine, de cette première partie d'émission? Alors c'est vrai que forcément... Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Alors je ne sais pas si ça m'a donné faim, mais ça a attisé en tout cas ma curiosité. Donc là je pense qu'il y a quand même des pistes. Plutôt insectes, plutôt viande in vitro? Peut-être un petit verre de farine ou des choses comme ça. Ou la viande in vitro, ce qui est pratique, c'est qu'elle a déjà la forme de steak. Donc pour les hamburgers, on peut la mettre directement dans un petit pain, c'est pas mal. Et puis bien sûr, je pense que je vais essayer de tirer la ficelle du lycée expérimental aussi. Il y a des choses à voir autour de ça à mon avis. Très bien. Écoutez, j'espère que la suite va vous inspirer tout autant. Tout à l'heure, Gwendoline Brahim nous en dira plus sur les violences éducatives ordinaires qui concernent nombre d'enfants. Et puis le docteur Catherine Tréguier, tout à l'heure, nous rejoindra pour aborder le dépistage de la luxation congénitale de la hanche. Et pour l'heure, chère Catherine, c'est le moment d'annoncer les titres du JT qui seront développés ce midi par Valérie Chopin. Alors nous ferons d'abord le point avec les mythiculteurs qui seront confrontés au ravage des macreuses. En effet, ces oiseaux se délectent des moules de bouche. Vous voyez, on vient toujours. Oui. Vous aussi, vous adorez ça? Ah oui, je me Il y a de la concurrence. Oui. D'accord. Puis nous découvrirons des ateliers d'écriture qui favorisent la réinsertion. Voilà pour le menu de ces titres ce midi. Quant à nous, écoutez, je vous propose qu'on retrouve Billy au jardin cette fois-ci. Je crois qu'il est dans le potager. Alors, Billy. Alors Laurence, effectivement, nous sommes de retour dans le jardin de Luc, au jardin de Rocambole à Cornu. Alors maintenant, nous allons parler donc au niveau potager. Alors quel est ce sol, Luc? Ça sert à quoi d'avoir cette paille dessus? Alors le sol, on ne le voit pas là justement. C'est vrai, pardon. C'est un peu je dirais, le moment le plus important dans le potager pour moi. Peut-être le moment où je me mobilise le plus. C'est le moment où tout l'ensemble du potager, au fur et à mesure que les cultures s'en vont, en automne, en hiver, voire il y en a quelques-unes qui restent, comme les poireaux, je laisse les déchets de culture sur place. Directement dessus, je ne fabrique pas de compost à l'extérieur. Donc le compost se fait directement sur le sol. Oui, on peut dire ça. Compostage de surface, tout ce qui est vert, tout ce qui est bourré d'azote et qui est appétant pour les petites bêtes et tout ça, et les micro-organismes, c'est les déchets verts d'abord. S'il y a des fleurs autour, je les mets avec. Je travaille en local, tu vois. Je travaille vraiment en local, là, à prendre vraiment ce qu'il y a autour pour mettre là. Et ça fait cette sorte de mélasse sucrée azotée que je laisse au sol. Et dessus, après, je mets un gros paillage carboné, comme ça, comme on dit. C'est-à-dire carboné, soit de la paille, parce que je peux en avoir en bio par un collègue à côté, soit du foin, c'est un produit vachement intéressant, soit des feuilles mortes. D'accord. Et épais comme ça. Ok. Trois rôles à ce paillage-là, c'est important de le dire quand même. Protection du sol contre le matraquage d'hiver avec le climat. Okay. Pluie, grêle, tout ça qui abîme forcément un sol nu l'hiver. Deuxième chose, on garde un petit peu la chaleur de l'été parce qu'on a mis une sorte de paillage thermique, si tu veux. D'accord. Et troisièmement, zéro mauvaise herbe en tout démarrage de printemps parce que ça couvre complètement. Tranquille, il n'y a pas de boulot à faire au printemps. On occulte complètement la végétation. Alors on arrive à l'étape 2 qui est ce sol-là. Alors pour aller très vite, donc l'étape 2, c'est un peu... on se retrouve au printemps. Qu'est-ce qu'il faut au printemps pour qu'un sol fonctionne en termes de minéralisation, comme on dit, en termes d'explosion. D'enrichissement, d'explosion, et puis avoir une belle terre noire comme ça, quoi. Ouais, noir, ça ne veut pas dire... Tu vois, des sols tourbeux sont noirs, c'est pas pour ça qu'ils sont fertiles. C'est vrai. La couleur, il faut se méfier. Par contre, j'enlève le paillage pour deux raisons principales. Pour que le sol perde de l'eau, se ressuie, comme on dit, et pour qu'il se réchauffe. Voilà les deux raisons pour lesquelles j'enlève le paillage. Et là, je dégage, tu vois, là, il est presque prêt. Il y a 2 jours qu'il ne pleut pas, il y a du vent. C'est presque... Ce que j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, là. La terre est pratiquement déjà... Le sol, il se défait pratiquement. Il est encore un tout petit peu humide. Okay. J'attends une journée comme ça, sans pluie. Je travaille au croc sur ça. Okay. Jamais un labour, bêchage.
toujours un croc sur ça, et je démarre. Là, c'est Ma une grand-mère planche. disait toujours un binage vaut 2 arrosages. C'est vrai. Oui, alors c'est plus tard, c'est l'opération d'après ça. Ouais. Un binage, c'est quand on désherbe. Donc là, je vais implanter les cultures, donc là, des carottes et des pommes de terre nouvelles, a priori sous petit tunnel plastique. Et là, ma terre va être très facile à reprendre, à engager au niveau travail. Donc le tunnel plastique, c'est ce qu'il y a là-bas de l'autre côté. Voilà, et ça renforce, voilà, on peut aller là-bas, oui. C'est la suite si on veut, quoi. Ok. Toutes mes cultures de printemps, là, je suis sur un bloc de rotation printemps. C'est-à-dire que groupés dans cette partie du jardin, les 15 planches qui sont là sont prévues pour des cultures de printemps. D'accord. Donc là, je te parlais des carottes nouvelles, mais on a démarré déjà des cultures avant les carottes nouvelles, parce qu'on peut démarrer fin février, début mars. Et là, c'est une petite planche qui est divisée en 3. Alors là, c'est quoi? Voilà, Qu'est-ce donc qu'on a là, il y a mis les premières laitues Batavia de printemps, Ok. que j'ai installées là, tu vois. Un peu de ferramol au pied, qui est un lentilimace bio que j'utilise à bon pour escient. éviter Là, que j'ai les mis, petits j'ai mis puissent se voilà. manger. Et qu'on met en général 2 ou 3 jours avant de planter, parce que c'est un mode d'action qui est différent Ah oui, d'accord. de l'antilimace qu'on met avant. Ah bah ça, je savais pas, Voilà. d'accord. Donc avant de planter, on met déjà l'antilimace. Ouais, pour que les petites bêtes, les petites limaces ou escargots viennent bouffer ça. Et en général, elles arrêtent de s'alimenter et retournent dans le sol. Ok. Si tu mets ça en même temps que la salade, il y a le risque qu'elles bouffent de la salade et qu'elles bouffent du produit. Alors, donc astuce, on met l'antilimace avant de semer, comme ça on est tranquille. Ah bah pour le ferramol, pour ce pour le produit-là qui ferramol. est le seul autorisé en bio maintenant. Alors Laurence, je vous dis à tout à l'heure et on va découvrir encore une autre partie de ce merveilleux jardin que Luc est en train de nous faire partager. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Billy. Alors écoutez, votre petite astuce, elle a surpris un peu tout le monde là sur le plateau. Vous saviez ça, Non, vous, pas Gilles du tout. L'antilimace avant de planter. Bon, on retient ça, hein, comme ça on sera un peu moins bête dans le jardin. Parfait. On va maintenant évoquer un sujet un peu plus compliqué avec vous, Gwendoline Brahim. Vous êtes notre chroniqueuse enfance et on va évoquer la violence éducative ordinaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que recouvre ce thème de violence éducative ordinaire? La violence éducative ordinaire, c'est tous ces gestes du quotidien qui sont considérés comme éducatifs à tort. Donc ça va être la fessée, hein, on entend parler, mais aussi la petite tape sur les mains quand un enfant touche ce qu'il ne devrait pas toucher. Ça, on considère que c'est une violence éducative ça reste un geste de violence. Enfin, si un ami à vous touche quelque chose, vous n'allez pas lui mettre une tape sur la main. Donc, non. Voilà, donc les enfants non plus. Voilà. Ça va être l'humiliation, le chantage affectif. Voilà, toutes ces choses qu'on va considérer comme éducatifs à tort pour que l'enfant obéisse. Donc ça va toucher les parents, donc tout ce qui est dans la sphère parentale, donc les grands-parents, tout ça, mais aussi toute personne qui va être mise en relation avec des enfants et qui va être acteur de son éducation, donc dans les écoles, dans les activités extrascolaires, les centres de loisirs, toutes ces personnes qui vont graviter autour de la sphère éducative de l'enfant. Et donc, elle est vraiment ordinaire parce qu'elle est devenue banale. Vous n'allez pas vous arrêter dans la rue parce que vous voyez un parent taper sur la main de son enfant. Elle est considérée comme acquise pour notre vie de tous les jours, finalement. Alors, quelles sont les séquelles? C'est ça qu'on a du mal à mesurer, les séquelles de ces gestes. Exactement, ils sont tellement ancrés dans le quotidien qu'en fait, on ne voit plus qu'ils ont des répercussions à long terme. Et donc, la Fondation pour l'enfance a lancé une campagne de sensibilisation, vous l'avez peut-être pu la voir, à base de mini-clips comme ça, qui filment des scènes qui sont malheureusement le quotidien de bon nombre d'enfants. Donc, vous en avez, par exemple, qui traitent tout ce qui sont les violences physiques. Donc, on va peut-être en avoir... On va le regarder, un petit extrait. Ce premier spot. We three, we're all alone, living in a memory. My echo, my shadow, and me. We three. Ouais, c'est Voilà, fort. donc ce spot a pour but d'expliquer que toutes ces violences ont des conséquences à long terme, que ça va être donc les violences physiques, le chantage affectif, ou les violences verbales, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais alors des mots, ça peut faire aussi mal sur le coup ou à long terme que les gestes. Ils ont fait aussi un petit clip pour expliquer ça, que l'humiliation et les phrases qui font mal ont des répercussions pour la construction de l'adulte en devenir finalement aussi. On va regarder ce spot également sur les violences verbales cette fois-ci. We three, we're all alone, living in a memory. My echo, my shadow, and me. We three.
violences verbales qui sont aussi... Oui, donc là, ça va être en l'occurrence les cris, le fait de crier sur son enfant, mais il va aussi y avoir les humiliations, dire à un enfant t'es nul ou t'es pas assez bien. Enfin, tout ça, ça va s'ancrer en lui. Et finalement, ça va avoir des conséquences très néfastes sur l'adulte qui va devenir plus tard, donc dans son rapport aux autres, dans sa confiance en soi. Et puis, il faut se poser la question de quel adulte on veut que nos enfants deviennent. Parce qu'au final, le risque, c'est qu'ils reproduisent ça à leur tour avec leurs propres enfants, puisque ça va être quelque chose de jugé normal pour eux. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Donc moi, à mon tour, je ferai exactement la même chose. Alors on a justement sur Facebook Corinne Pasquier qui dit les mots entraînent des mots MAUX. Voilà. Effectivement. Exactement. Et ça s'ancre sur le long terme parfois. Alors comment éviter ces gestes? Alors, sauf si on vit dans une grotte, concrètement, les violences éducatives parce qu'on se pose la question, au quotidien. On en entend parler partout, que ce soit donc, à la télé, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des petites vidéos ou des articles qui circulent, donc on est quand même conscient. L'adulte sait que c'est pas bien. Après, est-ce que l'adulte a vraiment les clés? Dans la réalité, voilà. Est-ce que l'adulte a vraiment les clés pour faire autrement? Donc il y a déjà les adultes qui ont vécu ça enfant, donc qui jugent ça normal. Et puis, alors, on parle souvent du burn-out, donc la parentale en l'occurrence, ou de la charge mentale qui incombe aux parents. Il faut savoir que toutes ces réactions, finalement, qui vont être des violences, c'est aussi une protection, en fait. C'est un mécanisme d'autodéfense. Alors, il y a les parents qui sont fatigués, des enfants qui ont malheureusement parfois des soucis, de comportements sociaux, des soucis, des maladies aussi parfois. Et toute cette charge mentale, tout ce quotidien sur les épaules des parents, c'est quand ils n'en peuvent plus, finalement, c'est un mécanisme d'autodéfense. Donc, il va crier, il va lever la main pour que ça cesse, en fait. Quelles sont les astuces pour éviter justement d'en arriver à ces gestes? Quand on sent qu'on est au bout, qu'on n'en peut plus, on délègue donc à l'autre parent, on va déléguer à quelqu'un d'autre dans la famille. Si on sent qu'on n'arrive plus à gérer la situation, on peut aussi en parler avec le personnel de la PMI qui est là, non pas pour juger, mais pour donner de vraies clés. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il y a surtout le jugement. Alors on a peur, on ne va pas dire, je donne des fessées à mon enfant, je sais que c'est mal. Mais qu'est-ce que je peux faire? Souvent, on a un mauvais regard sur ça. Mais non, il ne faut pas du tout hésiter à en parler. On peut en parler au pédiatre. On peut aussi aller voir un psychologue. Alors, ce n'est pas avoir une maladie que d'aller voir un psychologue. Il y a peu comme ça aider à redonner les bases d'une bonne communication avec l'enfant. Moi, je dis souvent qu'il faut savoir prendre du recul. Alors, les gens rigolent. Ils disent quand on a la tête dedans, prendre du recul sur la situation, c'est pas facile. Mais il ne faut pas hésiter. Ce qu'on ne ferait pas avec un adulte, on ne le fait pas avec un enfant. Pour faire entendre raison à un adulte, on ne lui hurle pas dessus, on ne le frappe pas. Eh bien, un enfant, c'est pareil, c'est la même chose. On est là pour l'aider à se construire et pas le rabaisser, pas du tout. Après, il y a des petits livres sur la parentalité qui sont très bien faits. Alors, c'est pas une marche à suivre, c'est pas un service après-vente du tout. Non, mais ça, c'est très important parce que les gens ouvrent un livre sur la parentalité, ils disent, alors là, on me dit de faire ça, je vais faire ça. Si ça fonctionne pas, c'est que vraiment, moi, je suis nulle. Mais pas du tout. Ça ouvre le raisonnement, ça permet de se poser des bonnes questions. Il y a Isabelle Filiosa qui fait des livres très bien parce qu'elle axe ça sur les émotions de l'enfant, mais aussi du parent. Le parent est un adulte et pas une machine faite pour éduquer un enfant, ça s'apprend. Et donc, donne des clés pour ouvrir à la communication, pour que l'adulte comprenne que l'enfant a des émotions, tout comme lui a des émotions, et l'adulte peut exprimer ses émotions à un enfant. On peut dire à un enfant qu'on est au bout du rouleau et lui expliquer. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, mais surtout, il ne faut pas rester dans ce schéma infernal parce que ça a des conséquences très néfastes. Et si on ne veut pas plus tard voir nos petits-enfants mourir de peur quand nos propres enfants leur hurlent dessus, il ne faut certainement pas rester dans ce schéma-là. Merci Gwendoline. Je vois que ça vous faisait forcément beaucoup réagir, cette thématique, Nathalie Sarabezol. Oui, déjà parce que le conseil départemental a pour mission la protection de l'enfance, la PMI dont on parlait tout à l'heure. Et moi, je suis heureuse de toutes ces initiatives qui contribuent à ce que collectivement on prenne soin des enfants et qu'on fasse en sorte qu'ils grandissent dans un monde qui leur permette de se développer de la meilleure façon et qui ait souci de leur bien-être. Là, ce qui est évoqué ici, c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur des domaines qui relèvent de la protection de l'enfant. Je pense qu'il faut sortir de la crainte, de cette crainte-là, et que les parents n'aient pas peur, c'est ce que vous disiez, d'aller à la PMI, d'aller, quand ils se sentent un peu en difficulté avec leur enfant, d'aller en parler. On ne va pas leur retirer leurs enfants, on ne va pas les juger. Il ne faut pas hésiter. Dans la protection de l'enfance, nous avons un volet accompagnement des familles, accompagnement des parents, et c'est vraiment dans cette volonté-là que nous agissons
situation. Donc il ne faut pas hésiter à les demander appui, aide et soutien quand on le peut. Et puis quand on remarque qu'un enfant est en difficulté dans sa famille, que vraiment il y a des problèmes de violence, il ne faut surtout pas hésiter à contacter les services sociaux. Ce qui est mené, c'est pour le bien de l'enfant. On ne va pas être non plus dans le jugement. On va pas, encore une fois, on n'arrive pas comme des croque-mitaines. Hein. L'objectif, c'est de vérifier que l'enfant est bien traité, qu'il n'y a pas de carence éducative, qu'il n'y a pas de violence. Et ensuite, s'il y a des besoins particuliers, on peut mettre en place des dispositifs pour accompagner les parents dans les difficultés parfois momentanées qu'ils ont avec leurs enfants. Hein, et ça peut se surmonter et puis continuer à fonctionner dans le cadre familial. Donc je pense qu'il faut sortir de cette idée de jugement. Alors ça arrive, hein, malheureusement, on a aussi des situations de placement parce que les enfants sont victimes de violences fortes. Mais sur tous ces sujets-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller échanger, discuter. Et il y a des moyens de trouver des appuis assez facilement. On est toujours dans la construction collective, hein, ce que vous menez dans le Finistère. Absolument. Il y a une identité particulière dans la collectivité du Finistère. Alors, comme je ne connais pas bien forcément les autres, je dirais oui, mais je le repère en fait quand je vais dans des réunions nationales. Nous siégeons à l'Observatoire, par exemple, de la protection de l'enfance, les échanges qu'on peut avoir ou sur d'autres thématiques. On a souvent ce retour de dire oui, mais dans le Finistère, ou oui, en Bretagne, où c'est pas tout à fait, pas tout à fait la même chose. Et on a cette reconnaissance, oui, d'un travail partagé. Et donc plus porté, peut-être plus créatif, parce qu'on avance sur des sujets. Alors il y a d'autres départements où ça fonctionne aussi, c'est pas pour dire que le Finistère est isolé là-dessus, mais on a cette réputation, nous avons cette réputation à l'extérieur, oui, le Finistère et la Bretagne, de travailler de manière un peu différente. Ça prend plus de temps, mais est-ce que c'est plus efficace sur le long terme? Je pense que c'est plus solide. Alors plus de temps, c'est pas évident, parce que quand on va trop vite, on peut perdre du temps, être obligé de revenir en arrière. Donc, dans l'ensemble, arriver au bout du projet, je suis pas sûre que ça prenne vraiment beaucoup plus de temps, et puis ça fait un projet plus solide, c'est sûr. Bon, alors on va rester justement dans ces spécificités bretonnes et parmi elles, la luxation congénitale de la hanche. Eh bien oui, on n'en parle pas suffisamment, mais ça touche, c'est une maladie qui touche en particulier les bébés bretons. Il faut nous en parler, vous nous avez rejoint, docteur Tréguier, vous êtes du CHU de Rennes, praticien hospitalier dans le service d'imagerie médicale. Qu'est-ce que c'est que cette luxation congénitale de la hanche? Expliquez-nous. Alors, normalement, le bébé, à la naissance, la tête fémorale est bien emboîtée dans le bassin, dans ce qu'on appelle le cotyle. Et donc, la luxation de la hanche, ça va correspondre à un déplacement en haut et en arrière de la tête du fémur, donc qui va sortir partiellement ou complètement du bassin. Donc, il y a des luxations sévères ou modérées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas douloureux. Donc, il va falloir la rechercher pour la diagnostiquer. Alors, il y a plusieurs hypothèses. En particulier, il y a une hypothèse, une origine mécanique est invoquée, qui s'appuie sur le fait qu'il y a plus de luxation de hanche chez les bébés qui sont nés par le siège, à cause d'un excès de contrainte de la hanche sur le bassin. Et puis, il y a une hypothèse génétique où là, le fait d'être breton peut-être intervient. 3 facteurs pour étayer cette hypothèse. D'une part, la grande prépondérance des filles, c'est que la luxation de hanche touche 90% de petites filles, 10% de garçons. D'autre part, la fréquence des antécédents familiaux. Et enfin, la répartition géographique, elle est fréquente en Bretagne, par exemple, alors qu'elle est quasi inexistante en Afrique. Oui, ce qu'il faut. Alors, on parle sans doute à tort du gène de la bigoudaine. J'ai déjà entendu ça. Oui. C'est vrai. Alors, d'ailleurs... non, mais vous aussi, vous l'avez entendu, ça. Tout à fait. Donc, en fait, la luxation de hanche est fréquente. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Bretagne? C'est fréquent en Bretagne. Alors, à Rennes, nous suivons 80 bébés avec des luxations de hanche par an. Donc, ça fait une fréquence, il y a 14 000 naissances en Ille-et-Vilaine. Je parle de l'Ille-et-Vilaine. Donc, ça fait une fréquence de 6 enfants pour 1000. Quand même. Donc, c'est quand même très fréquent. Ah, oui. Voilà. Et il y a une équipe, à propos de génétique, il y a une équipe de Brest, de chercheurs, qui cherche à identifier chez les bébés bretons, donc cette équipe est menée de façon multicentrique, le gène éventuel de la luxation de hanche. On parle de consanguinité, mais enfin, ça n'a jamais été prouvé. Hein. Ça n'a jamais été prouvé. La consanguinité existe dans d'autres régions que la Bretagne. Alors peut-être aussi, ce qui a fait parler la Bretagne, c'est qu'il y a un pédiatre connu qui, en 1912, avait travaillé sur 1772 bébés. Et c'est le docteur Le Damani, bien connu à pédiatre rennais, qui avait mis en évidence le signe clinique du ressaut que l'on va chercher à la maternité.
Alors le dépistage est capital, hein, dès la naissance. À qui s'adresse-t-il et en quoi consiste-t-il exactement? Oui, le dépistage, il est fondamental. Il se fait par l'examen clinique, par le pédiatre en maternité, ensuite par les examens réguliers du médecin généraliste, mais surtout par le pédiatre en maternité qui va chercher ce signe phare, puisqu'on est en Bretagne, du ressaut, donc cette perception qu'on a de pouvoir sortir la hanche et de la remettre en place. Et un autre bon signe phare, c'est quand on ne peut pas écarter les hanches de façon symétrique. Voilà. Mais l'examen clinique, et en particulier la recherche de ce signe ressaut, est difficile. Et c'est pour ça que le dépistage clinique est complètement insuffisant. Donc vous faites des échographies en fait. Hein. Voilà, d'où la mise en place d'un protocole au CHU de Rennes. Donc dans les années 80, les enfants avaient une radiographie de bassin. Hein. Tous les enfants bretons avaient une radiographie à l'âge de 4 mois, mais c'est déjà un peu tard pour mettre en place le traitement. Donc l'échographie dans les années 90 s'est développée et qui permet de bien visualiser les cartilages, en particulier la tête fémorale, et sa position dans le bassin. Alors j'ai appris cette technique, il y a plusieurs techniques échographiques, j'ai appris l'une d'entre elles auprès du docteur Couture à Montpellier, déjà en 1986. Et ensuite, c'était une technique un peu complexe, donc on a cherché à la simplifier pour la rendre fiable, reproductible, simple et accessible à tous les radiologues, pour permettre un dépistage généralisé. Donc aujourd'hui, vous faites un dépistage précoce. On fait un dépistage précoce. Alors, on fait un dépistage à 1 mois à toutes les petites filles, parce que cette pathologie concerne 90% de petites filles, je l'ai dit. Mais chose surprenante, c'est écrit dans la littérature mondiale, 70% de ces petites filles n'ont aucun facteur de risque. Il n'y a pas de grand-mère qui boite, elles ne sont pas nées en siège. Donc on a, je dirais, inversé la vapeur par rapport à ce qui se fait dans le reste de la France, c'est-à-dire qu'on a généralisé le dépistage échographique. Et puis surtout, on a mis au point donc, cette technique qui va consister à mesurer de façon simple la distance entre la tête du fémur et le fond du bassin. Donc, pour être très clair, très simple, si cette distance qu'on appelle le fond du cotyle fait moins de 6 mm, la hanche est normale. Il ne faut pas qu'il y ait un écart de plus de 2 mm entre les deux hanches. Si la distance fait plus de 6 mm, l'enfant va être référé à la consultation que l'on a mise en place au CHU, donc avec initialement ma collègue orthopédiste, le docteur Madeleine Chapuis, et qu'on poursuit maintenant avec les autres collègues orthopédistes pédiatres depuis 30 ans. Actuellement. Rien que ça. Merci beaucoup. Alors d'autres consultations existent à Lorient, par exemple, à Vannes, dans toute la Bretagne. Dans toute la Bretagne, voilà. Et à Paris, on dépiste aussi très bien, parce que je sais que vos enfants sont nés à Paris, les miens aussi, et on dépiste de manière assez systématique. Dès qu'on dit on est breton, hop, ça y est, dépistage. C'est ça. 2 de mes enfants sont nés à Paris et immédiatement ils ont été voilà. Être breton serait un facteur de risque. Serait un facteur de risque. Non, mais je pense que grands-parents bretons, c'était à Paris, ça paraissait évident de faire le dépistage. Donc c'est vraiment utile. Donc depuis en 2009, donc on a généralisé à toutes les petites filles en Ille-et-Vilaine et aux garçons qui ont un examen clinique anormal ou qui ont des facteurs de risque. Bon après, pourquoi ne pas généraliser aussi à tous les petits garçons? Il y en a quand même 10% qui peuvent être atteints. Et nous avons publié donc, dans European Radiology, dans une revue scientifique, nos bons résultats en 2012, parce que nous n'avions plus aucun diagnostic tardif de luxation de hanche en Ille-et-Vilaine. Et puis là maintenant, depuis 9 ans, on continue sur le long terme à confirmer ces très très bons résultats. Merci beaucoup, docteur Tréguier, de nous avoir éclairé sur le sujet. Que diriez-vous de rejoindre Billy au jardin? Cette fois-ci, on va le retrouver plus sur le côté artistique, vous allez voir. Bonjour Billy. Alors nous sommes pour cette dernière étape avec Luc dans son jardin. On a vu que Luc était un grand passionné de potager, mais on peut voir aussi avec ces diverses structures que Luc est un artiste. Alors quand on vient ici au jardin de Rocambole, eh ben, on se balade, on passe un bon moment. Alors combien d'heures de visite à peu près? Quand les gens viennent pour visiter le jardin, ça dépend beaucoup des gens. Ouais, il y a des gens qui vont, au minimum, les gens y passent 1 heure et demie pour ceux qui courent. Et puis il y a des gens qui passent presque une journée en déambulant, en allant boire un coup et repassant dans le jardin. C'est pas un jardin très grand, mais comme il fourmille de plein de choses, et puis qu'il est très... Bah oui, on voit partout là, des petites structures. Très chargé quelque part de plein de choses. Bon, c'est un ensemble de petites pièces, de petites chambres, on va dire, où il y a une déambulation qui passe de l'une à l'autre, qui sont très personnalisées. Oui, c'est pas structuré, quoi. C'est structuré, c'est un parti pris.
Ouais, je pense que des gens qui le voient dans l'ensemble disent ça. C'est l'imaginaire d'une personne, c'est pas l'envie de montrer des choses différentes qu'on a vues ailleurs, c'est assez personnel. Je travaille beaucoup avec des éléments de récupération, comme tu vois, bon, les fourchettes ici, le bois, la pierre, le fer. Quelquefois je mets beaucoup de couleurs, quelquefois je préfère rester dans les gris, dans les teintes bois ou pierre. En tout cas, j'essaye de travailler au maximum avec des matériaux détournés ou des matériaux qui ne sont pas... de la récup, quoi. De la récup, quoi. De la récup et évidemment des plantes, qui là, en ce moment, on est en fin d'hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse parce que les vivaces sont à peine ressorties, les arbustes ne sont pas en feuilles et les annuels, j'en mets beaucoup d'annuels, ne sont pas encore installés. Alors là, on arrive là, il y a de la couleur, c'est le spectacle. Le spectacle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un univers qui n'est pas qu'enfantin d'ailleurs, parce que les adultes s'y retrouvent aussi. C'était l'idée volontairement de faire des couleurs très, très flashy. Ah ouais, c'est génial. Alors après, là, c'est encore un petit peu vide, mais il y a évidemment plein d'éléments qui sont mis en scène. Il y a une fausse prairie fleurie qui est installée sur toute cette partie-là, tu vois. Et puis, il y a plein d'éléments qui sont rajoutés et qui donnent voilà, cette caravane perchée. Il y a toujours une petite expo dedans aussi. Okay. Il y a toujours un artiste qui expose dans ce petit lieu, donc on y monte. Et puis, voilà, c'est un petit moment poétique sympa. Alors, on a envie d'une seule chose maintenant, c'est d'attendre que l'été arrive. Qu'on puisse venir. Alors, c'est ouvert de quand à quand l'été? Parce que le jardin est vraiment transfiguré en été. Ah oui, c'est normal. Là, il est encore en chantier. La nature fait son boulot, là. La nature et puis les réparations et puis les aménagements. Il est ouvert du 1er juin cette année au 20 octobre. Ok, donc on a un peu de temps quand même pour venir voir voilà, et puis toutes les informations ce beau jardin de Cornu. Sont sur le site au niveau des horaires et puis de l'ensemble. Ouais, ce que j'allais dire, il y aura sur le Facebook de France 3, on va remettre les coordonnées du jardin de Rocambole. Il y a un site internet, vous aurez toutes les informations, l'adresse, parce qu'on est en pleine campagne. Alors on a obtenu aussi cette année, alors on ne sait pas si ce sera marqué au bout du chemin, on a obtenu le label de jardin remarquable cette année pour au niveau Bretagne. Bah bravo alors. Ouais, donc Laurence, je vous invite à venir ici au jardin de Rocambole. Ici, nous on était vraiment émerveillés, on a passé une bonne matinée avec vous et on n'attend plus que le soleil fasse son boulot. À bientôt. Merci Billy, on espère bien que le soleil va faire son boulot, il y a intérêt. On vous retrouve jeudi avec grand plaisir. Bon, ça vous a donné envie d'aller au jardin? Oui. Ouais, absolument. Ouais. Oui. Je sens que Gilles il va aller directement dans son potager à la sortie de cette émission. Allez, c'est le moment du débriefing de notre chère Catherine Bossard. Qu'a-t-elle retenu de cette émission, de ces 52 minutes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oui. Alors, voilà, excusez-moi. Vous arrivez en grande forme. Oui, je suis bretonne, alors forcément la hanche, on l'a vu. Alors, voilà. Je me présente, bonjour. Nadine Pruneau, je suis CPE au lycée expérimental de Guy Pavas. Alors, lycée expérimental, vous connaissez, Nathalie, des artistes. Vous aimeriez ça, monsieur Brunery? On a plein d'artistes. Ils sont vifs. Ils ont de l'énergie. C'est terrible. On en est fatigué. Hein. Là, la violence éducative, elle est plus du côté professoral que du côté des jeunes, mais on est là pour les valoriser, les éduquer, ils sont vraiment tellement vifs. Moi, c'est épuisant. Avant, j'avais des ados qui étaient là, dans le fond de la classe, là, morvonnés, là, qui faisaient rien, qui étaient amorphes, c'était quand même moins épuisant. Enfin bon, les jeunes filles étaient là tout à l'heure et disaient qu'il y en aura 8 milliards d'humains en 2050. Donc, combien d'ados ça fait? Ça va faire beaucoup d'ados, hein. Ça va faire énormément d'adolescents. Bon, c'est pas grave, je suis en train de travailler sur une cellule souche de profs. Normalement, on va éviter le bien-être, on va être pour le bien-être animal, professoral aussi. Donc, on va avancer là-dessus. Merci. Voilà. De rien, mais c'est très expérimental, mais très intéressant. On gagne l'ingagnable, comme vous. Et voilà. En collectif. En collectif, c'est ce qu'on vient essentiel. Tout à fait. D'accord. Bon, allez vous faire dépister, allez voir le docteur Tréguier. Oui. Hein, je vous invite à y aller. Vous faites le tour, puis moi je fais ma conclusion. D'accord. Merci Catherine. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci beaucoup Nathalie, merci Gilles, merci Catherine, merci Gwendoline. Quant à nous, alors demain, ce sera les meilleurs moments de votre matinale à 9h50. Et puis on se retrouvera en direct dès jeudi avec Anne Kéméré, la navigatrice Anne Kéméré, qui vient de sortir un très beau livre, L'homme qui parle juste. Voilà, je vous souhaite juste une très belle journée. À jeudi en direct et à demain pour le best-of.